Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Alstom est sauvé après des mois de négociations avec Bruxelles. La France a obtenu le droit de recapitaliser le géant de l'industrie. Le groupe restera autonome, mais il y aura de nouvelles suppressions d'emplois et des cessions d'actifs. Restent à convaincre les banques. La cigarette indésirable, tous les TGV seront non-fumeurs à partir de la mi-décembre, annonce la SNCF. C'était déjà le cas sur le réseau Atlantique. Les Caraïbes très durement frappés par les pluies torrentielles, bilan revu à la hausse, près de 600 morts en Haïti et en République dominicaine, on compte aussi un mort et 2 disparus en Martinique. La flambée des cours du pétrole, plus de 41 $ le baril depuis le début de la semaine, une menace pour la reprise en Occident. Les pétromonarchies, elles, préparent l'avenir. Nous irons à Dubaï, une ville futuriste surgit du désert en quelques années. L'éducation avec une nouvelle réforme au collège. François Fillon annonce une ouverture vers l'enseignement professionnel en classe de 3e, jusqu'à 6 heures par semaine pour les volontaires. Enfin, les championnes chahutées à Roland-Garros. Justine Hénin, tenante du titre, est éliminée. Amélie Mauresmo a dû batailler 3-7 pour se qualifier. Victoire également de Fabrice Santoro. D'abord donc cet accord pour renflouer un fleuron de l'industrie française. Alstom fabrique entre autres le TGV et emploie 75 000 personnes dans le monde. Eh bien le groupe pourra bien bénéficier de l'aide de l'État. La Commission européenne, qui craignait une entorse à la concurrence, a finalement donné son feu vert. Mais il y a des contreparties. Alstom, l'histoire d'un sauvetage, Martin Gouès. Le Queen Mary prend la mer. Nous sommes en septembre 2003. Le plus grand paquebot du monde quitte les navires de Saint-Nazaire. C'est la vitrine d'Alstom. Dans le même temps, en coulisses, politiques et banquiers cherchent à sauver le groupe industriel. C'est le premier acte. Grandeur et décadence d'un empire. 110 000 salariés dans le monde construisent des cœurs de centrales nucléaires, des TGV et des navires. Alstom, c'est un fleuron de l'industrie française. C'est très important d'avoir des banques, des compagnies d'assurance et des services. Mais avoir aussi des groupes industriels, c'est important, parce que c'est eux aussi qui créent de l'emploi. Mais Alstom va très mal. Le groupe perd plus d'1,8 milliard d'euros par an et accumule 5 milliards de dettes. La faillite n'est pas loin. C'est l'acte 2. L'État arrive à la rescousse. Il y a un an, un premier plan social est lancé. Mais les commandes ne repartent pas. En septembre, il faut remettre de l'argent dans les caisses. Plus de 3 milliards d'euros. Les banques jouent le jeu, car l'État entre dans le capital du groupe, une nécessité selon le patron d'Alstom. Ceci me paraît permettre une certaine stabilisation de l'actionnariat. Mais Alstom n'est pas demain une entreprise nationalisée à ma connaissance. Mais cette participation n'a pas les faveurs de la Commission européenne. C'est le 3e épisode. Bruxelles impose ses conditions. Cette participation est considérée comme un avantage. La Commission impose en contrepartie la vente d'1,5 milliard d'euros d'activités, principalement en Espagne et en Australie. Mais surtout, Alstom doit trouver des partenaires qui ne soient pas des entreprises publiques, contrairement aux souhaits du gouvernement français. Est-ce vraiment le dernier plan de sauvetage? Ce plan a un coût social, 8 500 licenciements contre 7 000 prévus initialement. Pour les syndicats, le prix du sauvetage est trop élevé. Il y a une différence entre le groupe et les gens qui le composent. D'ailleurs, Patrick Cron, il a fait la différence. Il sauve d'abord les banques de la faillite, il sauve les actionnaires pour leurs petits privilèges, mais les salariés, eux, ils font les frais de l'opération. Autre crainte, le démantèlement et le rachat des activités par la concurrence étrangère. On évoquait les TGV. Eh bien, à ce propos, la SNCF vient d'annoncer que l'ensemble des trains à grande vitesse seront désormais non-fumeurs en première et en deuxième classe. La mesure prendra effet à partir du 15 décembre. C'est une page qui se tourne et qui répond à la forte baisse ces dernières années de la consommation de tabac. Vincent Fourcade avec Virginie Tumortiki. Cigarettes et grande vitesse en 1981 avec la SNCF, c'est possible. Époque bénie pour les fumeurs. Dans chaque TGV, une voiture sur 2 leur est réservée. Mais dans 7 mois, c'est terminé. Les cigarettes seront priées de rester à quai. Il n'y aura plus aucune voiture fumeur dans les TGV. Et certains signes ne trompent pas, les fumeurs ne sont déjà plus les bienvenus. Ils ont enlevé les cendriers, ils laissent juste un petit trou, donc c'est encore un cendrier. Faut pas le rabaisser, quoi, c'est tout. Aujourd'hui, à bord du Paris-Lyon, dernier rond de fumée à 300 km/h et entre deux bouffées, la résistance s'organise. Je prendrai plus le train. Non. Je me retiendrai ou je suis moins en cachette. Je vais retourner aux années collège, je vais aller dans les toilettes, puis on met le sèche-main en route et ça ventile la vapeur de cigarettes.
Cette décision de la SNCF s'appuie sur un constat. Dans les trains, il y a de moins en moins de fumeurs. Et comme leurs places sont vides et donc invendues, autant les proposer aux non-fumeurs. On propose aux clients la totalité de l'espace, donc ça fait plus de place offerte aux clients et en période de pointe, c'est extrêmement favorable à la clientèle. Pour les fumeurs, le temps est donc compté car dès la mi-décembre, toutes les cigarettes devront être éteintes à bord des TGV. L'enquête sur l'effondrement d'un terminal à Roissy. 3 jours après l'accident, la direction des aéroports de Paris a confirmé une information du journal Le Parisien. Des fuites d'eau se sont bien produites dans le terminal 2E il y a 2 mois, à 300 mètres environ du lieu de l'affaissement. Les sous-sols ont été inondés. La direction qui se refuse à faire un lien entre cet incident et le drame. Les fuites, c'est le pain quotidien de l'exploitation. C'est fréquent, dit-elle. Depuis hier, on sait que le terminal restera fermé plusieurs mois au moins et on commence à avoir une idée plus précise des conséquences économiques de l'accident. François Baudonnet, Delphine Calmont. Avec l'effondrement d'une partie du terminal 2E, c'est tout le secteur aérien français qui pourrait connaître un coup d'arrêt. Première inconnue, cet été. À un mois des grands départs, ce tout nouveau terminal accueillait déjà 12% des vols de Roissy-Charles de Gaulle, soit un peu plus de 15 000 passagers par jour. Pour Air France, son principal utilisateur, le coup est rude, même si dès le lendemain de l'accident, son PDG a voulu minimiser son impact. Pendant cette période où le terminal E sera fermé, Air France assurera la totalité de ses vols. Seulement voilà, Air France a misé tout son développement sur des alliances avec d'autres compagnies aériennes, comme ici lundi à Moscou avec Aeroflot. Or, toutes les compagnies partenaires devaient se poser au terminal 2E. Le véritable enjeu est donc à long terme. Cette infrastructure permettait une montée en puissance. La disparition de cet aérogare coupe nettement ce développement. Donc le fait de considérer que ça n'aura aucune incidence est faux. Autre incidence et de taille, l'A380. Le terminal 2E avait justement été conçu pour accueillir l'avion géant d'Airbus. Même si le terminal reste fermé, l'A380 pourra tout de même se poser à Roissy, mais c'est un handicap sérieux. En fait, les plus touchés économiquement par cet accident seront les sous-traitants. Car Roissy est une véritable ville avec des centaines de boutiques. Le terminal 2E accueillait 30 magasins avec un chiffre d'affaires annuel de 800 000 €. Et ce soir, pour leurs employés, c'est la grande inconnue. On était 5 vendeuses. Donc là, du coup, il faut qu'on soit réparpillés un peu partout. Mais déjà, toutes les vendeuses, elles ont déjà leur place. Donc du coup, nous, on va atterrir au chômage technique. Ce chômage technique pourrait toucher plusieurs centaines de salariés. Seuls Air France et ADP se sont engagés à reclasser tout leur personnel. Autre conséquence, on sait que les ingénieurs et les architectes français jouissent d'un vrai prestige un peu partout dans le monde. Alors cette image peut-elle être écornée? Réponse à Pékin, où l'architecte de l'aéroport Paul Andreu supervise plusieurs grands chantiers. Reportage Philippe Rochaud, Sylvain Guillaume. À 8000 km de Roissy, le chantier de l'Opéra de Pékin continue de travailler jour et nuit. Les 1300 ouvriers ne sont même pas au courant de l'accident à ce terminal 2E, une œuvre signée pourtant du même architecte, Paul Andreu. Les travaux continuent normalement. Le rythme du chantier est un rythme très soutenu pour ce grand bâtiment. Il faut absolument que ce bâtiment soit fermé d'ici fin juin, début juillet. Et aujourd'hui, nous venons déjà de poser les 3 premiers éléments de verre de la verrière du dôme. Mais à Pékin, la polémique née au début de la création de l'opéra, il y a 4 ans, a repris. Ceux qui condamnaient ce projet pour des raisons de sécurité ou d'esthétique se sentent confortés dans leur analyse. On n'a pas respecté de procédures démocratiques et scientifiques. Les spécialistes ont toujours eu un doute. Et malgré cela, on a lancé le projet car il était soutenu par les pouvoirs publics. Quelques journaux osent même se demander si les ouvrages réalisés par Aéroports de Paris et Paul Andreu en Chine sont vulnérables. Comme par exemple le stade de Canton ou l'aéroport de Shanghai, même si les structures ne sont pas les mêmes qu'à Roissy. Les Chinois ont éprouvé le besoin de réaffirmer leur confiance à Paul Andreu et son équipe dans la construction de l'Opéra de Pékin. Nous n'allons pas réétudier ce projet, car depuis le début, nous surveillons les matériaux et nous sommes très stricts sur la qualité. La polémique sur la construction de l'Opéra de Pékin devrait s'arrêter demain. L'agence de presse officielle Xinhua doit publier en effet un communiqué remettant dans le droit chemin les journalistes chinois qui se posaient des questions.
La crainte d'une nouvelle canicule avec cette alerte d'une direction du ministère de la Santé, c'est assez rare. D'après l'administration, les maisons de retraite ont pris beaucoup de retard dans l'équipement en ventilateur et en climatiseur. Un faible nombre de commandes a été passé alors qu'elles doivent être effectuées impérativement avant la fin du mois pour être honorées. Rappelons que ces équipements sont désormais subventionnés par l'État. Gaël Chauvin, Alexandra Renard. L'été bourgeonne à peine, mais cette maison de retraite de la région parisienne se prépare déjà à faire face aux grosses chaleurs. La loi l'y oblige, elle doit disposer d'au moins une pièce fraîche. Premier réflexe, le plus simple, l'installation de ventilateurs. C'est vraiment le petit matériel, je dirais les accessoires en attendant la réelle climatisation, le dispositif complet pour climatiser la pièce. La climatisation, voilà le problème. Pour l'instant, cet établissement ne dispose que de ce système d'aération. La direction doit s'équiper d'un climatiseur avant le 31 juillet, mais les revendeurs sont débordés, impossible même de faire établir un devis. C'est un problème simplement de délai de réalisation de travaux, puisque toutes les maisons de retraite ont été très demandeuses et prévenantes par rapport à une prochaine canicule. Donc ils ont été débordés de demandes. Comme ici, nombreuses sont les maisons de retraite en retard. Sur les 10 000 établissements que compte la France, 7 500 n'ont pas encore de système rafraîchissant. Et seulement 200 commandes ont été passées. D'où l'inquiétude et l'incompréhension du ministère de la Santé. Peut-être qu'il y a eu au départ des craintes sur la question du financement. Aujourd'hui, elles n'ont plus lieu d'être, puisque les annonces ont été faites et que les crédits sont en cours de délégation. Je ne vois pas quel autre motif pourrait s'opposer à ce qu'aujourd'hui on fasse la commande des travaux nécessaires. L'État s'engage à financer 40% des dépenses engagées. Mais face au problème de délai, c'est encore le système D qui risque d'accompagner le début de l'été. Justice, le procès Dutroux en Belgique touche à sa fin. Le procureur du roi a prononcé son réquisitoire aujourd'hui. Il a exclu la thèse du réseau pédophile. Mais il évoque en revanche une association de malfaiteurs comprenant Marc Dutroux, sa compagne et ses 2 complices. Sur place, Dominique Verdaillan, Mathieu Berden. Ne prononcez pas le mot réseau devant les 2 avocats généraux, ils n'apprécieraient pas. Pour le premier, évoquer un réseau tentaculaire avec des personnes haut placées est un sulfureux fantasme. Quant au second, il voudrait que les avocats eux-mêmes arrêtent, je cite, de nous rabattre les oreilles avec le dit réseau. Pour Maître Rivière, qui n'y a jamais cru, c'est une bonne nouvelle. Monsieur Bourlet a bien dit que son réquisitoire portait sur une association de malfaiteurs à 4 et qu'il n'était pas question de réseau, si Monsieur Bourlet le dit. Le père de Julie a toujours cru à la thèse du réseau. Alors aujourd'hui, peu importe le mot qu'on emploie. Ce sont tous des criminels. D'une manière ou d'une autre, ils ont participé à l'enlèvement, à la séquestration et peu importe le mot qu'on va apporter. Psychopathe, récidiviste, stratège diabolique, Dutroux a bien, selon l'accusation, une responsabilité écrasante dans la bande des 4. Quant à Michel Nioul, il est, selon le magistrat, méprisant, hautain, malhonnête, frimeur, vantard, magouilleur, Dutroux, Nioul, les 2 ont compris qu'ils pouvaient s'aider mutuellement, avancent les 2 magistrats. Après l'audition de 569 témoins et 13 semaines d'audience, ce procès a en fait changé de tête d'affiche. Les plaidoiries des parties civiles et les 2 magistrats de l'accusation se focalisent désormais sur Michel Nioul, comme si dans l'esprit de tout le monde, Marc Dutroux était déjà condamné. L'audience doit s'achever vendredi, après-demain. Le verdict, lui, ne sera sans doute connu que dans plusieurs semaines. À Saint-Omer, le procès d'Outreau a finalement repris ce matin. Un avocat, le bâtonnier de Boulogne-sur-Mer, a accepté de remplacer le défenseur d'un des 17 accusés dont l'hospitalisation faisait craindre un report de l'audience. Plusieurs témoins entendus aujourd'hui ont décrédibilisé un peu plus Myriam Badawi, principale accusée et accusatrice. Il s'agit notamment de personnes qu'elle avait mises en cause, elles aussi, dans un premier temps, avant de se rétracter pendant l'instruction. Un village réuni derrière une famille, une marche silencieuse à la mémoire de Jonathan, le petit garçon de 11 ans retrouvé mort mercredi dernier dans un étang, a rassemblé 1200 personnes aujourd'hui à Orval, qui ne compte que 2000 habitants. Les obsèques auront lieu demain. Stéphanie Davoigneau, Philippe Mugerin. Des centaines de ballons qui s'envolent comme autant de signes vers Jonathan, leur camarade de classe. Tous ne le connaissent pas directement, mais les plus grands comprennent ce geste de solidarité envers la famille. Ça peut peut-être faire plaisir aux parents qu'on soit là. En plus, là, sa sœur, elle est dans notre collège, donc voilà, on est venu là pour la famille. C'est à leur revoir leurs camarades beaucoup plus doux que des obsèques. Voilà, c'était notre démarche principale. C'est l'association des parents d'élèves de l'école de Jonathan qui est à l'origine de cette marche. Cet après-midi, sous un soleil de plomb, ils sont 1200 à avancer dans le recueillement vers l'école du petit garçon.
C'est une chose terrible, terrible. On souhaite sa place. On attend maintenant de savoir réellement ce qui s'est passé, en espérant que les pouvoirs publics feront le nécessaire. Vraiment, c'est ce qu'on souhaite pour la famille, pour le respect de l'enfant. À l'avant du cortège, les élus des communes des environs et puis la grand-mère de Jonathan. Les parents, eux, ne sont pas là, même s'ils soutiennent la manifestation. Demain, ils diront au revoir à leur fils dans la petite église d'Orval. Autre affaire, celle de la petite Estelle. L'homme interpellé avant-hier et placé en garde à vue a été mis hors de cause. Il pourrait en revanche être mis en examen dans une affaire de stupéfiants. Dès hier, rappelons-le, les enquêteurs parlaient de vérification. Ces disparitions provoquent, on l'a vu, beaucoup d'émotions et d'indignation. Hier, la France est associée à une journée internationale sur le sujet. Et la détresse des parents se double d'un sentiment d'impuissance lorsque les enfants ont atteint leur majorité. Reportage Christine Boss, Virgile Yadot. Parmi ces visages figés d'enfants disparus, celui de Karine Ledoux, volatilisée depuis le 4 juin 1999. La jeune fille dépressive s'est enfuie du domicile familial en t-shirt et pieds nus. Depuis 5 ans bientôt, ses parents vivent un cauchemar. La vie s'est arrêtée avec sa disparition. Depuis cette date, on n'a plus de projet. On vit avec des souvenirs. Et puis il y a cette nostalgie. Il y a un manque, il y a imprégné totalement d'angoisse parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'imaginer le pire. Et pour leur malheur, Karine était majeure au moment de sa disparition. Elle avait 18 ans et 2 mois, mais des antécédents psychiatriques. Résultat, les gendarmes ont tardé avant de déclencher les premières recherches. Étant donné qu'il y avait un certificat médical montrant qu'elle était dangereuse pour elle-même, le fait d'être majeure ne tient plus. Ils auraient dû mettre les moyens tout de suite et pas attendre pour 4 jours pour faire les premières battues. Des recherches sans résultat. Les parents veulent alors porter plainte pour enlèvement et séquestration, refus du procureur. Karine est majeure, c'est une disparition volontaire. Ce n'est que 2 ans plus tard, avec l'intervention d'un avocat, que la justice ouvre une information judiciaire. La justice ni personne n'a proposé à ses parents de les aider pour déposer ce genre de plainte. Vous voyez, donc c'est un dysfonctionnement, c'est manifestement une carence. Malgré le temps qui passe, les parents de Karine aussi, entre abattement et espoir, ils n'ont jamais renoncé. On est toujours en recherche d'elle, tout nous la rappelle. On voudrait souhaiter qu'elle puisse encore nous entendre. Karine Ledoux a été vue pour la dernière fois, ici à Moulins-les-Metz, le 4 juin 1999. Le rapport annuel d'Amnesty International, la France n'est pas épargnée. Il est question par exemple de l'évolution du droit d'asile qui a fait l'objet d'une réforme et, beaucoup plus inattendu, des violences contre les femmes. L'association évoque à ce sujet l'indifférence des pouvoirs publics devant les cas de harcèlement, d'agression et de contraintes en tout genre, notamment contre les femmes issues de l'immigration. En voici un exemple, les mariages forcés, une pratique qui a la vie dure, au point que certains lycées ouvrent leurs portes à des associations de prévention. Dossier signé Vanessa Rouet, Mathieu Drejoux. Un lycée à Bondy, en Seine-Saint-Denis. 1800 élèves, en majorité d'origine étrangère. Toutes deux en terminale, Samia Mahachi et Rachida Itungar vont présenter à leurs camarades leur exposé de fin d'année. Ou comment oser parler tout haut d'un sujet que beaucoup ici préfèrent ignorer, les mariages forcés. Il faut savoir que dans notre lycée, chaque année, il y a 2-3 jeunes filles qui sont victimes de mariages forcés. Ce sont des filles qui sont allées en vacances et qui ont trouvé le mariage tout près, qui attendaient le lendemain. C'était la fête, les moutons et tout ça. Et les difficultés que rencontrent ces filles, c'est qu'elles ne peuvent pas faire marche arrière parce que les parents leur prennent les papiers. Devant les élèves, des femmes, toutes membres d'associations, parlent souvent d'un drame qu'elles ont elles-mêmes vécu plusieurs années auparavant. Peut-être dans ma famille, j'ai été la dernière à subir un mariage traditionnel. 8 jours de festivités. Mais ce mariage, je ne l'aurais pas voulu. Cet homme, je ne l'avais jamais vu auparavant. Il avait 20 ans de plus que moi. Un beau jour, on te dit « Ah, c'est ton mariage aujourd'hui ». Le mariage forcé, c'est une forme de violence. Fait partie du groupe des violences. C'est une violence physique, une violence morale et c'est une violence sexuelle. Dans l'assistance, la parole ne se libère pas facilement. Les réactions viennent à la pause. L'année dernière, on a entendu avec Fatou. Ouais, il y a une autre classe qui a subi ça, qui est partie au pays, qui a été mariée. Mais bon, ici, on a rien. C'est clair que ça peut aider à plus en parler.
les parents pour avoir une bonne image par rapport aux autres en fait, qui sont de la même communauté. Ils peuvent laisser la fille subir des violences comme ça. C'est ça que moi je comprends pas. En France, 70 000 adolescentes seraient victimes de mariages forcés. Une régression du statut de la femme. Sous couvert de tradition, la famille régit tout. Des vêtements aux fréquentations, de l'obligation de virginité au choix du mari. Pour ces jeunes filles nées ici en France, ces pratiques sont d'autant plus révoltantes que les mœurs semblent avoir évolué là-bas, dans leur pays d'origine. Quand je suis partie il y a 2 ans au Sénégal, j'ai vu mes tantes, mais je me dis, mais purée, qu'est-ce que c'est que ça? Quand moi je suis en France, mon père il me dit, tu mets une jupe, je te démonte, tu mets un petit haut, je te tue. Je vois mes tantes, mini-jupe, débardeur, je suis, waouh, grand-père, mais il y a quoi là? Depuis qu'ils sont partis de l'Afrique, ils se sont accrochés à une image. Et ils continuent à véhiculer cette image ici, en oubliant que là-bas, ça a beaucoup évolué. Première menacée par un mariage forcé, les rebelles, celles qui refusent le diktat des parents. Lorsque le dialogue devient impossible, des précautions essentielles. Photocopier sa carte d'identité, la laisser en lieu sûr à une personne de confiance. Apprendre par cœur les numéros de téléphone d'une assistante sociale ou d'un médecin scolaire. Car des conseils, ces filles en ont bien besoin. Rare est la solidarité, plus encore entre filles et garçons, même après cette médiation. Il faut dire qu'il y a des filles aussi qui sont pas dans le droit chemin, alors on les marie de force. Un sourire qui en dit long sur le chemin restant à parcourir. L'été approche et avec lui la menace de vacances sans retour. À l'étranger, d'abord les Caraïbes, très durement éprouvées par les pluies diluviennes de ces derniers jours. La Martinique est touchée elle aussi. On signale 1 mort et 2 disparus, mais c'est surtout en Haïti et en République dominicaine que le bilan s'est alourdi. Près de 600 morts au total. Florence Bouquilla. Le fleuve Soleil prend sa source ici, en Haïti. Gorgé d'eau après des pluies diluviennes qui ont duré 8 jours, il est sorti de son lit, dévastant la ville de Fonverrette, au nord-est de Port-au-Prince et les villages du sud. 375 personnes au moins sont noyées, plus de 500 maisons détruites et 3000 Haïtiens sinistrés. À Fonverrette, les premiers secours des Nations Unies, des ONG et de la force multinationale déployée en Haïti viennent d'être distribués par hélicoptère. Le fleuve Soleil ne connaît pas les frontières. Son lit a débordé de la même façon en République dominicaine, qui partage l'île d'Hispaniola avec Haïti. À Jimani, des torrents d'eau et de boue ont surpris des centaines d'habitants dans leur sommeil. Ah mon Dieu, mes 4 petites filles, qu'on me les rende. Il ne me reste plus qu'à mourir, moi aussi, mes petites filles. Aux survivants, l'armée dominicaine achemine tant bien que mal médicaments, nourriture et couverture. Mais les autorités espèrent aussi une aide internationale. Le gouvernement dominicain accepte, avec humilité et gratitude, les propositions d'aide des Nations Unies. Mais pour l'instant, nous n'avons rien vu venir. Le soleil est revenu hier sur les Caraïbes, mais l'eau stagne. L'urgence maintenant est d'enrayer une possible épidémie de choléra. Un attentat au Pakistan qui visait, semble-t-il, les États-Unis ou la Grande-Bretagne. 2 voitures piégées ont explosé près de la résidence du consul général à Karachi et d'une école privée de langue anglaise. Il y a 1 mort, 1 policier et 17 blessés. Pas de revendication. Attentat qui intervient alors que Washington fait état de menaces graves sur le territoire américain lui-même. Le directeur du FBI, Robert Mueller, et le ministre de la Justice, John Ashcroft, tiennent en ce moment même une conférence de presse. Il est question d'une information crédible sur une attaque d'Al-Qaïda l'été prochain. La police fédérale américaine recherche 7 individus aux États-Unis qui prépareraient cette action. Des photos ont même été présentées. Pas plus de détails pour l'instant. La flambée des cours du pétrole, le brut, crève les plafonds depuis le début de la semaine à autour de 41 $ le baril. Une hausse qui provoque l'inquiétude des économistes pour la reprise en Occident. Mais ce soir, c'est du côté des producteurs que nous nous rendons. Exemple, le micro-État de Dubaï, 1 100 000 habitants. En quelques années, grâce à ces pétrodollars, une ville futuriste démesurée a surgi du désert. Dubaï qui anticipe sur l'épuisement des réserves et qui prépare déjà la reconversion. Christian Autin, Francis Bianconi. Et Dubaï créa le monde. Le monde, c'est le nom d'un projet délirant. La création en pleine mer de 300 îlots en forme de planisphère. Un défi
à la démesure de ce minuscule État. 900 000 mètres carrés de plage vont sortir de l'eau d'ici 4 ans. Déjà, 2 autres îles artificielles sont sur le point d'être achevées. Et leurs 5000 villas à 1 million d'euros pièce se sont arrachées. David Beckham et Brad Pitt font partie des heureux propriétaires. À 7 heures de Paris, Dubaï est un paradis pour touristes fortunés. Vous avez le plaisir de la plage, vous avez le plaisir de l'exotisme, vous avez le plaisir de la gastronomie. Et Dubaï, c'est envoûtant. Quand ça vous prend, ça vous lâche plus. C'est comme une drogue, on a envie d'y revenir et envie d'y revenir. Voilà Dubaï il y a 30 ans. Un petit port posé au milieu du désert. Le boom pétrolier va tout bouleverser. Mais les émirs comprennent tout de suite que leurs réserves sont limitées. En 2015, la source sera tarie. Alors pour préparer l'après-pétrole, Dubaï construit avec frénésie. La ville est aujourd'hui un chantier permanent. Le plus gigantesque de tous, c'est celui du nouvel aéroport. Il doit accueillir 70 millions de passagers dès 2007, 3 fois plus qu'aujourd'hui. Particularité, tout sera enterré à 17 mètres sous le niveau de la mer. Même si vous êtes un voyageur de classe économique, vous devez vous sentir comme un roi ou une reine. Théâtre, coiffeur, salon de massage, piscine. Personne n'aura envie de partir de notre aéroport. Le nouvel or noir, ce sont bien les touristes. Et Dubaï en a attiré 6 millions l'an dernier. Une réussite qui tient au climat de tolérance. Ici, alcool et mini-jupes sont acceptés au même titre que la mondialisation. Maintenant, vous pouvez voir que la région accepte le fait qu'on ne peut pas travailler tout seul. La nécessité pour survivre dans le futur, c'est que tout le monde accepte les pratiques de l'économie globale. Seul bémol à ce tableau, avec les îles artificielles, des étrangers non musulmans vont devenir propriétaires. Une première qui pourrait bien faire frémir les monarchies voisines. Mais l'important à Dubaï, c'est de croire aux mirages les plus insensés. Le soixantenaire du débarquement, on le sait peu, mais l'un des plus grands cimetières de Normandie est allemand. Plus de 20 000 tombes au total. Un cimetière aussi visité que les autres dans la Manche, à Lacambre. Reportage Julia Delage, Philippe Turpot. Ce sont les perdants de la guerre. Soldats nazis, la plupart furent abandonnés sur le champ de bataille. Inauguré en 1961, ce cimetière militaire les rassemble peu à peu. Ici, un soldat sur 3 n'a pas de nom. Chaque année, Lucien Tisserand, le conservateur, accueille une dizaine de nouvelles dépouilles. Là, nous sommes dans une rangée où reposent 18 soldats qui sont morts le même jour, le 10 juin 1944, à la suite du bombardement du château où ils avaient pris position. Donc ils reposent tous côte à côte, du général, du commandant, jusqu'aux simples soldats qui se retrouvent dans la mort et pour l'éternité dans ces tombes. Ici repose une partie des souvenirs de Suzanne Le Barbier qui vient fleurir cette tombe le plus souvent possible. Elle avait à peine 15 ans sous l'occupation. L'unité d'Alphonse Wolf occupait son village. Je l'ai très bien connu puisqu'il était dans une maison avec une trentaine d'autres soldats à 10 mètres de chez moi, 20 mètres peut-être. Et il a été tué, on l'a retrouvé dans un champ qui était à 100 mètres de chez moi, tué dans la mare. 60 ans après, pour les civils comme pour les combattants, les souvenirs restent brûlants. Excusez-moi, mais à cette époque, je détestais vraiment les Allemands, les Japonais aussi, et même certains Américains qui acceptaient tout ça. Et c'est ce que je ressens encore aujourd'hui. Mais en fait, je pense que si on arrêtait de présenter toujours le côté négatif des gens, on n'aurait pas à s'inquiéter. Aujourd'hui insouciants, les écoliers viennent ici faire leur devoir de mémoire. Travaux pratiques contre réalité historique. 80% des jeunes qui reposent ici n'avaient pas 20 ans lorsqu'ils ont été tués. Les élections européennes dans moins de 3 semaines maintenant, face à une campagne qui a du mal à démarrer, qui mobilise peu, le ministre des Affaires étrangères français, Michel Barnier, a pris son bâton de pèlerin. Il est vrai qu'il était lui-même commissaire européen il y a quelques semaines encore. Arnaud Boutet, Grégory Vasseur. Un bus, un ministre, des candidats, cela ressemble à une campagne électorale. Mais à l'UMP, on préfère le terme voyage pédagogique. Les gens sont inquiets et intéressés par l'Europe.
Je suis sûr de ça depuis toujours. Expliquer l'Europe pour éviter le vote sanction. À moins de 3 semaines du scrutin, le pompier Michel Barnier tente de maîtriser l'incendie électoral et répond aux inquiétudes. C'était déjà un petit peu la pagaille quand on avait 15. Alors qu'est-ce que ça va donner à 25? Chacun chez soi, chacun pour soi. Non, on se protège et on se fait entendre parce qu'on est ensemble en tant qu'Européens. À quoi sert un député? Comment fonctionne la Commission? L'ancien commissaire de Bruxelles décrypte, analyse et tente une fois de plus de rassurer. Chacune de ces nations, la France naturellement, la Finlande et d'autres, l'Italie toute proche, garde son identité, sa langue, ses traditions, sa différence. Pensez-vous que nous puissions ensemble lutter contre ces délocalisations? Les risques de concurrence sauvage, de délocalisation sauvage, de jungle, sont moins élevés dès l'instant où ces pays sont dans l'Union, puisqu'ils s'obligeront progressivement à respecter les mêmes règles. Après l'explication d'hier, l'UMP sonne la fin des cours. Autour des ministres, la bataille est engagée. Le message n'est plus « pourquoi voter », mais désormais « pour qui voter ». Entendez l'UMP. À gauche, François Hollande était à Marseille hier soir, aux côtés de Michel Rocard, la tête de liste PS dans la grande région sud-est. Il appelle à mobiliser pour l'Europe et contre le gouvernement. On l'écoute. Tout se jouera au moment des élections européennes parce que plus rien ne se passera avant 2007. Et que s'il n'y a pas la confirmation de la sanction, de l'échec, du refus de cette politique libérale, alors le pouvoir pensera qu'il peut avoir les mains libres pour continuer sa politique. Autre campagne au sein même de la droite, cette fois pour la présidence de l'UMP. Jean-Pierre Raffarin hausse le ton de façon à peine voilée face à Nicolas Sarkozy. Il affirme qu'il sera intraitable face aux ambitions personnelles au sein du gouvernement. Interview sur France Inter. À noter que François Fillon annonce à son tour dans le journal Le Monde qu'il n'exclut pas d'être candidat à la présidence de l'UMP. François Fillon qui annonce une réforme de la classe de 3e pour la rentrée 2005. Les élèves qui le souhaitent bénéficieront d'une ouverture vers l'enseignement professionnel, peut-être en entreprise, jusqu'à 6 heures par semaine pour les volontaires. Nabila Tabouri, Michel Levasseur. Une réforme de la classe de 3e, Luc Ferry l'avait rêvé, François Fillon devrait la faire. A priori, en septembre 2005, les élèves de 3e auront tous 25h30 d'enseignements fondamentaux communs. À cela devrait s'ajouter une nouvelle matière obligatoire, choisie entre 3 heures d'une seconde langue vivante ou 3 heures de découverte professionnelle en entreprise ou dans un lycée spécialisé. Enfin, les élèves de 3e auront aussi une nouvelle matière optionnelle, avec au choix soit 3 heures d'une 3e langue vivante, ou latin ou grec, soit 3 heures de découverte professionnelle. Si le projet est bien de s'occuper des 60 000 jeunes qui sortent aujourd'hui sans diplôme, sans qualification, qui arrêtent leurs études précocement, si le projet est bien de les aider avec un module de découverte professionnelle, je pense que c'est un projet qui mérite d'être soutenu. Objectif de la réforme, découvrir le monde professionnel et surtout revaloriser les filières techniques. Mais les syndicats s'inquiètent déjà du coût de cette réforme et de son financement. Éducation toujours avec le bac dans 10 jours maintenant, mais pour les sections techniques, les épreuves ont déjà commencé. En fait, il s'agit de contrôle continu. Reportage Florence Griffon, Christian Leroux. Vous avez passé l'épreuve E3 sous une épreuve C3 U33. Dit comme cela paraît très compliqué en fait. Ils sont tout simplement en train de passer le bac. Votre nom, votre prénom. Eux ont choisi de passer un bac professionnel, option énergétique. Ils ont 2 heures pour résoudre un problème sur un système frigorifique. Visiblement, l'exercice ne les surprend pas. C'est l'avantage du contrôle continu. Si on a suivi toute l'année après le bac, en fait le bac c'est la continuité de ce qu'on a fait au cours de l'année et puis voilà, c'est tout. Donc vous là, ça se passe comment? Ah, plutôt bien, ça va. Pendant que certains planchent sur la théorie, d'autres passent une épreuve pratique. Eux sont notés sur leur capacité à résoudre un problème sur une machine de traitement de l'air. Là encore, la forme peut surprendre et pourtant, c'est toujours le bac. Ce sont des TP, des travaux pratiques, en fait, mais qui s'appuient sur des connaissances intellectuelles quand même. Ces épreuves-là comptent pour 60% dans la note finale. En juin, ils plancheront sur du français, des maths ou de l'histoire géo, comme 120 000 autres élèves qui ont choisi le bac pro. Midi, l'épreuve est terminée, c'est l'heure des premiers comptes.
C'est un soulagement, comme ça on révisera d'autres cours. Je me suis rendu compte que je me suis trompé, donc, mais sinon ça va, là maintenant je pense que j'ai gratté suffisamment de points, je pense. S'ils obtiennent leur bac, ils auront un métier entre leurs mains, technicien dans la climatisation par exemple. Une qualification qui devrait leur permettre à coup sûr de trouver du travail. À la sortie de ce lycée, chaque élève a au moins 4 employeurs qui l'attendent. La sécurité routière avec la première parade légale aux radars automatiques. Il s'agit d'un mouchard à installer dans sa voiture. À l'approche des zones sensibles, le boîtier sonne quand on roule trop vite. Explication Laetitia Legendre, Thomas Rambaud. Pour les distraits, les accros de la vitesse, les emplacements des radars automatiques n'auront bientôt vraiment plus de secrets. Annoncés par des panneaux, signalés sur certains sites internet, désormais les radars peuvent être aussi détectés par ce petit boîtier. Un mouchard qui utilise la technologie de positionnement par satellite. Il se met à clignoter à l'approche du radar et à émettre ce petit bip. C'est aussi un mouchard de radar automatique et je pense que beaucoup d'acheteurs vont l'acheter pour ça. Mais ça n'est pas que ça, c'est aussi un outil de prévention et de sécurité. Ce dispositif parfaitement légal pour son constructeur coûte une centaine d'euros. Avec 900 000 PV depuis 8 mois, l'idée en séduit plus d'un. Ça peut être utile, ouais. Ça peut être utile. Est-ce que tu l'achèterais? Non, ça va coûter cher, mais sinon pourquoi pas, ouais. Bah, apparemment c'est légal, donc si c'est légal, moi je suis d'accord. Si c'est pas légal, je ne prends pas. Légal ou pas pour l'instant, la sécurité routière n'a pas tranché. Mais consigne est donnée à la police et la gendarmerie de saisir ces appareils en attendant la décision de la justice. Il y a un flou sur cette question, mais de toute façon, l'appareil sera saisi et c'est à la justice qu'il reviendra de décider du caractère légal ou non. D'ici 2005, 900 radars automatiques devraient compléter le dispositif actuel. 900 nouveaux emplacements immédiatement intégrés dans ce mouchard nouvelle formule. Tennis à Roland-Garros, les championnes ont été chahutées aujourd'hui. Justine Henin, tenante du titre, est éliminée. Amélie Mauresmo a dû batailler 3-7 pour se qualifier. Victoire également de Fabrice Santoro et la surprise du jour, elle est venue d'un Français, Olivier Mutis. Julien Beaumont, Thierry Breton. Cet après-midi sur le central de Roland-Garros, Amélie Mauresmo a mis un point d'honneur à ne pas décevoir son public. Face à l'Espagnole Medina, la Française a dû produire son meilleur tennis pour faire la différence. Mauresmo remporte la première manche, Medina la deuxième. La plaisanterie s'arrête là. Dans le troisième set, Amélie Mauresmo, plus puissante, mieux préparée, se détache logiquement et s'impose 6-1. Je me rassure un petit peu sur le plan physique, sur le plan du jeu aussi, la manière d'aborder les matchs également. Donc je crois que c'est positif et puis la route continue, donc c'est ça le plus important. Pour Amélie Mauresmo, la route vers la victoire finale se dégage. Justine Henin, numéro 1 mondial et tenante du titre, a cédé cet après-midi face à l'Italienne Garbine en 2-7. Julien Jean-Pierre n'avait sans doute jamais signé autant d'autographes de sa vie. Cet après-midi, les enfants ont craqué pour ce jeune Français, auteur d'un bel exploit face à l'Américain Spadea. Une victoire en 3-7 et du bonheur à revendre. Je suis vraiment très heureux, le public a été magnifique. Et voilà, quoi, je suis heureux. Aujourd'hui, les joueurs français semblaient bien décidés à croquer les Américains. Olivier Mutis, 125e joueur mondial, s'est offert la casquette d'Andy Roddick, tête de série numéro 2 et prétendant au titre. Quant à Fabrice Santoro, ici en bas de l'écran, fidèle à sa tradition, il a joué les prolongations. 5-7 et 3h30 de jeu pour venir à bout du Géorgien Labadze. Pour Santoro, l'aventure continue à Roland-Garros. Oui, et Andy Roddick éliminé, c'est vraiment la performance du jour pour Olivier Mutis. A noter aussi la défaite de Jérôme Henel, le tombeur d'André Agassi. Il a été éliminé par un autre Français, Michael Liodra. 2 images des mondiaux de cyclisme sur piste en Australie, avec 2 médailles d'or pour la France dès le premier jour. En course de vitesse par équipe d'abord, ici la victoire des Français. Et puis en course au point messieurs, c'est Franck Perck qui monte sur la plus haute marche du podium. Littérature pour terminer avec un succès mondial. P.D. James, elle vend des dizaines de millions de livres. C'est la star du roman noir. Derrière cette signature se cache une honorable baronne de 84 ans. Geneviève Moll, Jean-Jacques Le Garec. Elle se prénomme Phyllis Dorothy. Elle aime la nature, les chats et ses arrière-petits-enfants. On pourrait croire que c'est une dame tartine de 83 ans. Mais sous le nom de P.D. James, elle a terrifié des millions de lecteurs de par le monde. Son dernier roman est à peine sorti qu'elle en concocte déjà un nouveau.
Dans sa grande maison de Londres, la reine du crime peut écrire n'importe où. Quand j'écris, il faut seulement que je sois tout à fait seule. Je n'ai pas de lieu de prédilection, mais j'ai besoin d'une bonne table, un fauteuil confortable, d'une bonne lumière, et je m'y mets. Mais j'ai vraiment besoin d'être seule. Elle possède une bibliothèque entière consacrée aux meurtres les plus horribles commis en Angleterre depuis le XVIIe siècle. Et elle se repaît des minutes des procès. Alors germe une idée. Ensuite, elle choisit les lieux où se déroulera l'intrigue et elle tisse au petit point la vie de ses personnages. Pour moi, il est important de décrire au lecteur les lieux où vivent mes personnages. Comment ils sont habillés, ce qu'ils mangent, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent même parfois. Chaque jour, elle dicte à sa secrétaire le fruit de son travail. Et Joyce le met au propre avant de partager avec Lady James le tea time. Lady, car la reine l'a faite Baron James of Holland Park où elle vit. Elle siège à la Chambre des Lords et son blason est soutenu par 2 chats. La souveraine du crime est pleine d'humour et de joie de vivre. Je suis une personne comblée. Beaucoup de choses me donnent du bonheur. Je suis vraiment très reconnaissante à la vie. Au moment où la salle des meurtres rencontre ses lecteurs français, Lady James invente, dans son jardin de Londres, de nouvelles abominations. Et une dernière information, après le Festival de Cannes, le prix de la meilleure interprétation masculine a été remis en main propre, cette fois à Yuya Yagira. L'adolescente de 14 ans avait dû rester au Japon pendant le festival pour passer ses examens. Cette fois c'est fait. Rappelons qu'il a été récompensé pour sa prestation dans Nobody Knows, 14 ans seulement. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet, le ciel se couvre et puis une soirée continue autour du syndrome d'hyperactivité chez l'enfant. D'abord un épisode de l'Instit à 21h et puis ça se discute avec Jean-Luc Delarue à partir de 22h40. 1h-5, dernier journal Laurence Piquet, dès 6h30 télématin dans les 4 vérités. Françoise Laborde recevra le président de la région Île-de-France, Jean Pauluchon. On se quitte sur ces images d'un pont géant, pont géant inauguré aujourd'hui qui traverse le détroit de Corinthe en Grèce, 3 km de long. Il résiste à des vents de 250 km/h et même au tremblement de terre. Les piles se déplacent, les voitures peuvent continuer à circuler. À demain. Votre soirée sur France 2. Avec l'intelligence du cœur, l'Institut